Marlène Leguet, psychosociologue et dirigeante de Vagues de Sens, vous aidez à mieux comprendre les moins de 30 ans et à résoudre les problématiques intergénérationnelles. C'est à vous. Tout commence par une fracture. Et la première, pour moi, elle fut assez brutale. En 2020, après plusieurs années à accompagner des entreprises nationales et internationales, c'est le choc. Me voilà allongée sur une route, des fractures partout sur le corps, une mâchoire brisée en plusieurs morceaux. Je ne vais pas vous le cacher, le réveil il fut assez difficile. Mais il m'a permis, en quelques instants, de me recentrer sur l'essentiel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? J'avais toujours voulu entreprendre, donc cette fois j'allais le faire, c'était une certitude. Oui, mais sur quoi? J'ai eu plusieurs mois pour y réfléchir. Et là, la seconde fracture a résonné. Et cette fois, je fais référence à la fracture intergénérationnelle. Parce que pendant plusieurs années, j'avais donc accompagné des dirigeants et des managers dans l'élaboration de leur stratégie prospective. Et j'avais vu tous ces interlocuteurs qui me parlaient très souvent des jeunes générations, qui avaient aussi beaucoup de questions sur ces jeunes générations, des questions qui bien souvent restaient sans réponse. Ou lorsque des réponses étaient apportées, eh bien, elles étaient par une autre génération, souvent plus ancienne, qui affirmait des propos bourrés de stéréotypes. Et puis, on me parlait aussi très fréquemment de cette fameuse fracture intergénérationnelle, présentée comme un état de fait. Pourtant, dans le cadre de mon activité, j'allais à la rencontre des jeunes et des moins jeunes. Et j'étais convaincue, je suis convaincue, que cette fracture intergénérationnelle n'existe pas. Que ce sont nos actions et nos représentations qui participent à créer cet écart. Par exemple, les jeunes ne veulent plus bosser. Cette phrase, on l'a tous entendue. On l'a peut-être même prononcée. Mais cette phrase, correspond-elle à la réalité? Pour ma part, je n'en suis pas sûre. Et si finalement, le regard que nous portons sur cette jeunesse était davantage le reflet de notre réalité que de leur réalité? Et si c'était nos peurs et notre passé qui étaient à l'origine de ce regard? Qu'est-ce que cela dirait de nous? Eh bien que nous sommes face à une jeune génération qui n'est plus prête à accepter ce que nous avons accepté. Et que parfois, cela dérange. Parce que ce qu'elle nous renvoie avant tout, c'est les rides que nous avons au coin des yeux. Alors nous nous protégeons derrière des stéréotypes pour réussir à lire le monde qui nous entoure. Nous nous protégeons pour faire face à ce monde au sein duquel tout va de plus en plus vite et à ce futur qui est de plus en plus incertain. Un futur au sein duquel, il faut le dire, ces jeunes rajoutent une bonne dose d'incertitude parce que c'est vrai, ils n'ont plus envie de travailler comme leurs aînés. Ils sont bien plus volatiles, ils n'ont plus cette dimension sacrificielle au travail. Ce qui compte pour eux, c'est l'épanouissement personnel. Ils veulent que leurs expériences professionnelles contribuent à leur épanouissement personnel. En quoi vais-je être utile? Pourquoi, comment, sur qui mes actions vont avoir un impact positif? Ce sont ces éléments que vous devez verbaliser, mais surtout illustrer dans vos offres d'emploi. Car ce sont ces éléments qui leur donneront envie de venir jusqu'à vous. Mais ne nous y trompons pas. En début de carrière, les projections sont plutôt de l'ordre de 2-3 ans que d'une vingtaine d'années. À eux seuls, ces éléments ne suffiront pas à leur donner envie de rester pendant 20 ans à vos côtés. Mais ça peut déjà leur aider à venir jusqu'à vous. Et puis après, vous pouvez leur donner envie de rester. Et il y a d'ailleurs un élément particulier qui va leur donner envie de rester. Et cet élément, c'est l'ambiance. Et moi, quand je pense à votre secteur d'activité et à l'ambiance, ça me rappelle de très bons souvenirs d'enfance. Parce que je suis petite fille d'agriculteur. Et je me rappelle de cette fin d'été avec mes grands-parents, avec mes parents, avec mes cousins, avec les voisins, avec des amis de la famille, avec des personnes, je ne savais même pas vraiment qui c'était. Mais on était tous là, ensemble, pour récolter les pommes de terre. Et vous savez, je rêve de faire un jour les vendanges, parce que j'espère pouvoir un jour retoucher du doigt cette ambiance. Pouvoir retrouver cette empathie, cette convivialité, cette proximité et cette ambiance qui est si chère à mon souvenir d'enfance. Ça, vraiment, aujourd'hui, cette ambiance est un fondamental. Parce que cette dite génération Z, elle a été sensibilisée bien plus que n'importe quelle autre génération à la considération de sa santé mentale. Elle veut s'épanouir dans un environnement au sein duquel elle se sent bien et au sein duquel elle va pouvoir se révéler en tant qu'individu. Et là, en m'écoutant, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, d'accord, mais en fait, ces jeunes, ils sont hyper exigeants. » Ou peut-être encore « Ok, très bien, mais bon, moi, je ne vais pas modifier mon organisation pour eux. » Rassurez-vous, là n'est pas l'enjeu. L'enjeu n'est pas de modifier 100% de nos pratiques pour répondre à 100% de leurs attentes, mais plutôt
de réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver un nouvel équilibre entre nos structures, nos histoires, nos équipes et les tendances structurantes de ces jeunes générations. Et si aujourd'hui, vous avez envie de faire le premier pas vers cette recherche de ce nouvel équilibre, moi je vous invite à vous poser 3 grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut rassurer les jeunes pour leur donner envie de venir jusqu'à nous. Quand on demande à des jeunes quels sont les premiers mots qui leur viennent en tête quand on parle du monde professionnel, la peur, le stress et l'inquiétude sont les mots qui dominent. Comme si une majeure partie d'entre eux craignaient d'être happés par une sphère professionnelle qui ne laisserait plus place à leur singularité et à leur bien-être. Ces représentations, ils les ont construites même pas à travers leurs propres expériences, mais plus à travers le discours de leurs aînés, à travers ce qu'ils ont pu lire, ce qu'ils ont pu voir dans les médias. Et aujourd'hui, ils vous le disent, ils ont peur. Enfin non, vous, ils vous le disent pas. Devant vous, ils vont apparaître confiants, sûrs d'eux, arrogants parfois même. Mais quand on creuse un peu, l'émotion qui domine, c'est la peur. Et ce qui est gênant avec la peur, c'est que la peur, c'est une émotion fondamentale. Une émotion que nous sommes tous en capacité de ressentir. Et quand nous ressentons de la peur, eh bien, inconsciemment, malgré nous, notre cerveau va nous amener à produire plusieurs types de comportements. Ça peut être la tétanie, le repli sur soi ou la fuite. Donc si vous avez des jeunes qui ont peur à l'idée d'entrer dans le monde professionnel, eh bien, il se peut qu'inconsciemment, malgré eux, leur cerveau les pousse à fuir. Et quand on comprend ça, on saisit bien que l'enjeu premier, dans un premier temps, c'est vraiment de les rassurer. Comment ? Ça peut être tout simplement en essayant de comprendre quels sont les points sur lesquels ils ont besoin d'être rassurés. Et en apportant des éléments de réponse, voire en donnant la parole à vos équipes pour qu'elles apportent elles-mêmes ces éléments de réponse. Parce que c'est en humanisant nos structures et en montrant qu'il fait bon vivre au sein de nos structures qu'on leur donnera envie de venir jusqu'à nous. Et une fois qu'ils sont à nos côtés, il y a une deuxième question qui doit nous préoccuper. Comment est-ce qu'on va créer cette relation de confiance avec ces jeunes collaborateurs ? La phase d'intégration, c'est la phase la plus impactante du parcours collaborateur. Parce qu'ils vont venir confronter ce que vous leur avez dit, ce qu'ils ont imaginé et la réalité. Et attention aux écarts, parce que plus les écarts sont importants, plus vous avez de chances de voir se dessiner les prémices d'un potentiel désengagement. Cette phase d'intégration, ce n'est pas du babysitting, c'est simplement tout mettre en œuvre pour créer cette relation de confiance. Tout mettre en œuvre pour leur faire prendre conscience que la réalité, elle n'est pas si sombre que ça. Et quel que soit notre parcours, quel que soit notre profil, quelle que soit notre ancienneté, on a tous une vraie valeur. Ces messages, évidemment, il faut les faire passer à toutes les générations. Mais il faut vraiment mettre un point d'attention à les faire passer aux plus jeunes pour qui c'est parfois les premières expériences professionnelles. Et dans cette démarche, vous pouvez même les engager, vous pouvez les questionner, solliciter leur regard, créer des temps d'échange formels, informels. Pourquoi pas proposer un rapport d'étonnement ? Vous, ça va vous permettre d'avoir un œil extérieur sur votre entreprise, de mieux comprendre s'il y a potentiellement des signaux qui peuvent être à la source d'un désengagement, et ça va vous donner l'opportunité de mettre en place des actions préventives, correctives, pour que ce désengagement il ne s'ancre pas. Vraiment, ce début d'expérience, il est essentiel. Il est essentiel pour faire prendre conscience de la grande chaîne de valeur que représente votre structure. Et pour leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas simplement des bras en plus, mais bien des individus qu'on invite à prendre part à un collectif. Et puis après, il y a une troisième question qui va émerger. C'est comment est-ce qu'on fait vivre cette grande chaîne de valeur ? Et donc, ça nous amène à cette troisième grande question qui est comment est-ce qu'on impulse une dynamique collaborative au sein des équipes ? Et j'ai conscience que pour un certain nombre d'entre vous, quand on parle de collaboration, ça peut sembler un petit peu utopiste. Et pourtant, il n'en est rien, parce que je parle ici de collaboration, pas de complaisance, de collaboration, avec son pendant indissociable qui est la notion de co-responsabilité. Cette notion de collaboration, la notion d'horizontalité, aujourd'hui, ce sont des notions clés. Et je sais que ça peut déranger. Mais en même temps, quand on revient 20 ans en arrière, on comprend très bien pourquoi ces attentes émergent aujourd'hui. Depuis 20 ans, on éduque nos enfants de manière de plus en plus horizontale. On questionne leur regard, on les associe aux décisions, on identifie leur potentiel, on les aide à révéler leur potentiel. Alors fatalement, 20 ans plus tard, quand ils arrivent chez nous, ils ont les mêmes attentes. Et puis, avec l'arrivée des téléréalités, avec l'arrivée des réseaux sociaux et maintenant avec l'arrivée des influenceurs, on a vu des messages qui ont pris de plus en plus de place, des messages qui prônent la méritocratie. Qui veut peut. Quelle que soit notre identité, notre parcours, notre destinée, nous pouvons en changer.
comme si on pouvait se créer la vie de ses rêves en un simple claquement de doigts. Et d'ailleurs, notre rapport à l'information a aussi énormément changé. Avant, on était dépendant des sachants pour acquérir de la connaissance. Maintenant, il nous suffit d'avoir accès à un smartphone pour avoir accès à la majorité des connaissances disponibles sur cette planète. Donc tous ces éléments et bien d'autres encore ont participé à tendre vers des modèles qui soient de plus en plus horizontaux. Des modèles qui, pour certains jeunes, sont la seule réalité envisagée et envisageable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils réfutent totalement l'autorité ou qu'ils sont contre le cadre, bien au contraire. Mais ce cadre ne peut plus être dicté. Il doit être co-construit avec eux. Et ça, justement, ça passe par un management collaboratif, où on va les inclure, où on va se détacher de ce que chacun se représente pour se concentrer sur ce en quoi chacun contribue. Et vous verrez, si vous mettez toutes ces bonnes actions en place au sein de vos structures, vous allez voir, ça va rayonner en interne. Et puis au bout d'un moment, ça va même rayonner en externe. Parce que vos collaborateurs, ils seront bien chez vous. Ils parleront de vous. Ils seront fiers d'être à vos côtés. Et de cette manière, ça agira certes sur leur fidélisation, mais vous verrez que petit à petit, ça agira aussi sur votre activité. Parce que malgré eux, ils donneront envie à d'autres de vous rejoindre. Aujourd'hui, le cœur de mon message, ce n'est pas forcément de vous inviter à faire plus, c'est plutôt de vous inviter à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus juste, à se concentrer peut-être moins sur les moyens d'action et davantage sur les enjeux. Ces jeunes générations, peu importe la manière dont on les perçoit, c'est un petit peu le reflet de toutes les transformations sociétales. C'est un petit peu cette partie émergée de l'iceberg, la partie visible, celle qui met en lumière toutes les transformations qui se sont opérées dans notre société. Mais cette jeune génération, elle prendra de plus en plus de place dans nos structures dans les années à venir. Selon une étude d'Oxford Economics, ils représenteront plus de 50% des effectifs en 2030. Donc si vous voulez agir dès à présent pour un futur qui soit davantage porteur de sens, eh bien je vous invite à faire preuve de cohérence entre vos actions, vos discours, pour les rassurer, à soigner votre intégration et à travailler cette dynamique collaborative au sein de vos équipes. Toutes ces actions-là vont agir en faveur de vos équipes et en faveur du futur de vos structures. Et une fois que vous aurez fait tout ça, je vous demande juste une seule chose, c'est de regarder ces jeunes qui travaillent à vos côtés et de vous poser la question. En fait, est-ce que c'est vrai que les jeunes, ils n'ont plus envie de bosser ? Je vous remercie.